Il s'appelle Cristiano Lucarelli. Il est né le 4 octobre 1975 à Livorno, dans le centre de l'Italie. Fils de Maurizio Lucarelli et Franca Bussotti, il est aussi le frère cadet d'Alessandro Lucarelli, qui lui aussi sera footballeur quelques années plus tard. Il grandit dans le quartier Shanghai, dans la ville de Livorno, réputé pour être un des quartiers les plus difficiles et des plus dangereux. Pourtant, le jeune Cristiano en garde un excellent souvenir. Il raconte: celui qui sortait de là-bas n'avait plus peur de la vie. Ok, c'était difficile, mais on s'en sortait. Avec ma famille, on attendait le match comme une libération. Au stade, tout était magnifique. Comme tous les gamins du coin, il aime taper dans un ballon. Et dès l'âge de 6 ans, il intègre le club de Carli Salviano à Livorno. Sorte de club multisport, cette structure est destinée pour tous les enfants de la ville. Il reste là-bas jusqu'à ses 13 ans et derrière, il va rejoindre le club d'Armando Pichi Calcio, plus connu sous le nom de Pichi. L'équipe A joue en promotion toscane, un faible niveau régional. Toutefois, le club est connu et a bonne réputation car plusieurs joueurs pros sont passés par là ces dernières années. Leonardo Pavoletti, Max Allegri et bien d'autres. De 1988 à 92, Lucarelli va gravir tous les échelons jusqu'en U17 et on va logiquement commencer à parler de lui. À ce moment précis, le club amateur de Cuyopelli le sollicite, il accepte la proposition et va débuter dans la foulée. Intéressant mais encore largement perfectible, il dispute cependant sa première saison complète à 18 ans. 28 matchs, 5 buts, pas mal, mais on peut largement faire mieux. Néanmoins, le bilan attire l'œil du club professionnel de Perugia. Normalement, Perugia doit évoluer en série B, mais le club vient d'être sanctionné pour tentative de corruption à cause de 2 matchs, Siracusa et Nolla. Ces 2 rencontres ont été arbitrées par le même homme, Lorenzo Senzacqua. Amateur de chevaux et propriétaire d'un centre équestre, le président de Perugia, Luciano Gaucci, sait que l'arbitre adore les chevaux. Il rencontre le beau-père de Senzacqua et fixe un prix très intéressant pour un cheval. En échange, l'arbitre devra avoir un arbitrage assez indulgent avec Perugia. Tout le monde est content, sauf que le match face à Siracusa est une grosse blague. Le 1 partout est très bien payé pour Perugia, qui finit le championnat à la seconde place grâce à ce match nul. Seul petit problème, à cause de ce résultat, Siracusa descend en série C2. Les langues commencent à se délier et plusieurs présidents commencent à évoquer des matchs étranges face à Perugia tout au long de la saison. Une enquête est ouverte car le président fédéral Antonio Matarezzi a eu vent de ses soupçons. Par la suite, on apprendra que Luciano Gaucci avait tout orchestré en se rendant chez l'arbitre 3 jours avant la rencontre face à Siracusa. Gaucci prend 3 ans de suspension, Senzacqua est radié, mais surtout, Perugia reste en série C. Dans ce contexte, le jeune Lucarelli débarque dans une équipe revancharde, mais il va surtout débuter en Primavera, l'équipe des jeunes. En l'espace de 2 saisons, il va néanmoins marquer 55 buts, un chiffre très élevé qui va faire de lui le meilleur buteur de sa catégorie, mais qui va surtout inciter le coach de l'équipe A à l'appeler pour certains matchs. Le 22 mai 1994, Lucarelli dispute enfin son premier match pro face à la Salernitana. Il rentre à la 63e, mais il marque pas ce jour-là. Et l'autre match qu'il va disputer cette saison-là sera face à Chieti pour la dernière journée. Il gratte sa première titularisation, malheureusement, il marque pas. La deuxième saison, le titulaire à la pointe de l'attaque est Marco Ferrante, un joueur passé par l'Inter, le Napoli ou Torino. Difficile de se faire une place dans le 11 dans ce contexte. Il fera des bouts de match, une titularisation face à Lecce, puis un trou de 4 mois. Arrivé 7ème de série B, Perugia est ambitieux et veut retrouver la série A au plus vite. Pas le meilleur plan pour Lucarelli qui n'a toujours pas marqué en pro. Ok, au final, il n'a joué que 7 matchs depuis son arrivée à Perugia, mais la réussite le fuit. Intéressé par le profil de Marco Negri, de Cosenza, Perugia va faire une proposition intéressante, 4 milliards de lire plus la copropriété de Gioacchini et Lucarelli. Le président de Cosenza, Pagliuso, accepte le deal. Lucarelli rejoint donc Cosenza pour un autre type de challenge, sauver le club de la relégation. Un projet moins ambitieux que la remontée de Perugia sur le papier, mais Lucarelli a un vrai avantage, il va enfin jouer comme titulaire. En plus, il a secrètement un objectif en tête, participer au JO 96 à Atlanta. Il dira plus tard, Cosenza a été le carrefour de ma vie de footballeur. J'ai eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires.
De Paola, Marul. C'est en partie grâce à eux deux que j'ai pu faire la carrière que j'ai fait. Si la saison va mal commencer, Cosenza encaisse un sévère 3-0 face au Hellas Vérone, 2 semaines plus tard, le 24 septembre 1995, Cristiano Lucarelli inscrit enfin son premier but chez les pros. Son coach Bertolo Muti lui fait pleinement confiance et sur le terrain, Cristiano donne tout. Auteur de 5 buts sur les 6 derniers matchs, le buteur aide bien Cosenza à obtenir son maintien quelques journées avant la fin du championnat. La mission est réussie, le bilan statistique est bon, 15 buts en 32 matchs, il finit 7e meilleur buteur de Série B. Bon, il faut bien penser qu'à cette époque, la Série B est un championnat très compétitif où le meilleur buteur s'appelle Dario Hübner. Il sera d'ailleurs meilleur buteur quelques années plus tard à l'étage supérieur. On retrouve aussi un Vincenzo Montella. Pour l'anecdote, Marco Negri, qui faisait l'objet du prêt avec Cosenza, marquera plus de buts que Lucarelli avec Perugia, mais l'essentiel est ailleurs pour le natif de Livorno. Le sélectionneur olympique, la légende Cesare Maldini, le convoque pour disputer les JO. Sur le papier, la sélection est très séduisante. Pagliuca, Buffon, Cannavaro, Nesta, Tomasi, Del Vecchio, Panucci, Morfeo et encore d'autres. Lucarelli débute face au Mexique et face au Ghana. Malheureusement pour lui, la nationale s'incline 2 fois 1-0 et 3-2. Il est sur le banc pour le 3e et dernier match. Son expérience est douloureuse avec la sélection nationale car l'Italie sort au premier tour, mais il va avoir l'occasion de se rattraper. Conscient du potentiel du joueur de 21 ans, Parma, pensionnaire de Serie A, va l'acheter pour 4 milliards de lire. Mais à cette époque, il y a embouteillage dans les postes offensifs chez les Parmesans. Le club va donc le prêter en Série B, à Padova. Attention, le club vient de connaître la relégation, mais veut remonter immédiatement. La preuve, on retrouve un Walter Zenga dans les cages. Ok, en fin de parcours, mais quand même ça reste Walter Zenga. Comme à Cosenza, Lucarelli va cartonner, un triplé face à Palermo en guise d'apéritif, des buts décisifs lors des victoires face au Torino et à Brescia. Toutefois, Padova ne trouve pas de continuité dans sa saison. Au soir de la dernière journée, le club finit 12e et reste en Série B. Lucarelli, lui, fait le chemin inverse et repart à la Parma. Enfin, il va pas rester très longtemps du côté de Parma, parce qu'en juillet 97, l'Atalanta propose un gros chèque et va récupérer l'international U21 qui vient de remporter les Jeux méditerranéens avec l'Italie. C'est un tournoi amical avec l'Espagne, la France, la Croatie, l'Algérie ou la Turquie. Il y a du beau monde qui participe chez les joueurs italiens. Fiore, Totti, Ventola, Barogno et bien sûr Cristiano Lucarelli. Vainqueur 5-1 de la Turquie en finale, l'Italie remporte le tournoi. Par la même occasion, Cristiano décroche son premier trophée avec son équipe nationale. Certes, c'est un trophée en chocolat, mais pour un jeune joueur, ça reste forcément un bon moment dans une carrière. Derrière, Lucarelli va enfin débuter en Serie A. Par contre, attention, l'Atalanta a perdu Filippo Inzaghi, Domenico Morfeo, encore Gigi Lentini. Et il y a un effectif qui est bancal, pas de meneur de jeu et un niveau de global moyen. Arrive en pleine confiance et bien accueilli par l'effectif. Il dira d'ailleurs, ici à Bergame, ils me chouchoutent, donc je me dois de les récompenser d'une manière ou d'une autre. Le buteur va vivre des débuts de rêve. Première journée de championnat 97-98, il est sur le banc pour la rencontre contre Bologne, de Roberto Baggio. Si l'Atalanta mène 2-0 à l'heure de jeu, Lucarelli entre à la 72e minute de jeu. Ses premiers pas en Serie A. Quelques minutes plus tard, il donne une passe décisive à Marcos Gro pour le 3-0. Mais attention, Bologne va revenir dans les 10 dernières minutes du match grâce à un but du Suédois Kenneth Anderson et un péno du fameux Roberto Baggio jusqu'à la 93e minute. Le moment choisi par Lucarelli pour inscrire le dernier but de la rencontre, celui du 4-2. Victoire de l'Atalanta et premier but pour Lucarelli pour son premier match en Serie A. Lui qui avait dû patienter de nombreux mois pour marquer son premier but en Série B, il réussit immédiatement l'essai en Serie A. La semaine suivante, logiquement, son coach Emiliano Mondonico le titularise face à Parma, le club qui n'a pas voulu le conserver quelques semaines auparavant. Surmotivé par la perspective d'affronter l'équipe entraînée par Carlo Ancelotti, où on retrouve Cannavaro, Buffon, Thuram, Fiore, Crespo ou encore Chiesa, le buteur de l'Atalanta va marquer cette fois-ci 2 buts. Et donc pour ces 2 premiers matchs, il vient de marquer 2 fois, a donné une passe décisive, idéale pour dérouler une saison de rêve. Ah bah pas vraiment. Parce que s'il va continuer à jouer titulaire, il ne sera pas décisif pendant près de 5 mois. Les tifosi finissent par le prendre en grippe, le reprochant
un engagement assez partiel, pour pas dire plus. Il marquera quelques buts importants face au Napoli ou Empoli en fin de saison, mais son gros fait d'armes restera surtout un carton rouge obtenu face à Vicenza alors qu'il venait de rentrer en jeu. Classé 18e et premier relégable, l'Atalanta descend en Série B. Lucarelli inscrit 5 buts en 26 matchs, insuffisant même s'il s'agit d'un jeune joueur sans grande expérience, obligé de vendre ses meilleurs éléments et ses plus grosses valeurs marchandes. L'Atalanta décide de vendre Lucarelli à Valencia et non pas à un club de Serie A. À première vue, le choix est surprenant car les joueurs italiens ont rarement un bon niveau hors d'Italie. Mais à Valencia, le coach en place s'appelle Claudio Ranieri. Il connaît le potentiel et la marge de progression de Lucarelli. Recruté pour moins d'1 million d'euros, il débute au cœur de l'été dans la Vintage Coupe Intertoto. Alors on rappelle pour ceux qui ne savent pas, cette coupe était une sorte de rattrapage pour les clubs mal classés en championnat qui se voyaient offrir une dernière chance de participer à la Coupe UEFA, l'actuelle C3. Titulaire en demi-finale et en finale, il inscrit le but du 1-0 face à Salzbourg d'Adi Hutter. Pour l'anecdote, c'est Alain Roche qui marquera le dernier but de la rencontre. Qualifié pour cette C3, Valencia débute bien la saison en Ligue 1 avec 2 victoires pour les 3 premiers matchs. Lucarelli est titulaire aux côtés des Mendieta, Ili, Angloma, Canizares et encore d'autres. Mais il ne marque pas et il faut attendre le 31 octobre, date d'Halloween, pour avoir un but de Lucarelli. Certes, ce but est important car il donne la victoire à son équipe face à Saragosse, mais on ne peut pas dire forcément que c'est un but majeur. En Coupe d'Europe, il marque face au Steaua Bucarest, mais malheureusement pour Valencia et pour Lucarelli, l'obstacle Liverpool au tour suivant est trop costaud. Valencia se fait sortir. Mais le pire va intervenir quelques jours plus tard. Victime d'une sévère blessure, Lucarelli ne jouera plus jusqu'au mois de juin. Dommage car cette saison-là est historique pour Valencia, qui remporte la Copa del Rey, après avoir notamment sorti le Real Madrid en demi-finale avec un cinglant 6-0. Sur le papier, Lucarelli remporte le trophée, mais il n'a pas participé à la finale. En fin de saison, son bilan statistique est encore insuffisant, 17 matchs de compétition confondus, 3 buts et un trophée. Si la poursuite de l'aventure espagnole était possible, Lucarelli préfère rentrer en Italie. Il accepte l'offre de Lecce qui vient tout juste de monter en Serie A. Il faut tout de même noter que cette saison-là, Lucarelli va jouer avec son 6e club en 5 ans. On n'est quand même pas sur un joueur fidèle à un seul et unique maillot. Mais attention, les apparences sont souvent trompeuses chez Cristiano Lucarelli. Dans le club des Pouilles, Lucarelli va retrouver la confiance et un poste de titulaire indiscutable. Remis de sa blessure, il entame la saison avec un but pour le premier match de Serie A face à l'AC Milan de Silvio Berlusconi, époque Wea Shevchenko. Quelques semaines plus tard, Lecce bat la Juve 2-0 et le club est 9e à la mi-saison. Lucarelli retrouve son rythme de croisière des années Cosenza et Padova, plusieurs buts décisifs, et en plus il est mis en confiance par son coach Alberto Cavazzini. Si la fin de saison est un peu plus terne, Lecce se maintient néanmoins facilement en Serie A. Lucarelli termine à 15 buts en Serie A, assez pour être sur le podium des meilleurs buteurs. Non, faut être sérieux, en 2000, il y a du très lourd. Shevchenko 25 buts, Batistuta 23, Crespo 22, Montella 18, Ferrante 18, Inzaghi 15, Signori 15 et enfin Cristiano Lucarelli, lui aussi à 15 buts. Pendant sa saison à Lecce, Cristiano va découvrir un nouveau talent, celui de tirer les pénaltys. Pourtant, son premier essai face à la Ternana cette saison-là se conclut par un échec. Mais derrière, le buteur va travailler cet exercice et il va devenir une référence dans le domaine. En tout cas, en fin de saison, ses 3 tentatives en Serie A sur pénaux se soldent par 3 réussites. Pour sa seconde saison à Lecce, Lucarelli va se révéler aussi précieux pour son équipe qu'en 99-2000. Comme la saison précédente, Lecce a des coups d'éclat en début d'exercice. On pense notamment à une victoire 1-0 sur le terrain de l'Inter. L'attaquant inscrit 3 doublés en moins de 2 mois. Il porte le brassard face à l'AS Roma. Oui mais voilà, Lecce a de sérieuses baisses de tension et l'hiver est dur à passer dans les Pouilles. Le club va se classer à une honorable 13e place. Lucarelli inscrit encore 12 buts en 29 matchs. En 2 saisons, il vient de cumuler 27 buts avec une modeste formation de Serie A. Sans grande surprise, son cas intéresse de nombreux clubs plus ambitieux que Lecce. Parmi eux, on retrouve le Torino, qui cherche à retrouver son lustre des années 50-60 et se retrouver en Coupe d'Europe.
En juillet 2001, il signe donc chez les Grenati du Torino pour la 100e édition de la Serie A. Mais dans le club de Turin, Lucarelli va être beaucoup moins performant. Il faut dire que l'équipe est loin d'être exceptionnelle, et hormis un Simone Vergassola, un Benoît Coe ou un Fabio Galante, on retrouve quand même peu de joueurs notables. Cependant, Lucarelli va tout de même réussir à marquer les esprits pour son premier derby avec le maillot du Taureau. Au bout de 23 minutes, la Juve explose le Taureau 3-0. Un doublé d'Igor Tudor et un but de Del Piero ont complètement éteint les espoirs des Grenades. Mais une remontée folle va avoir lieu en seconde période. Lucarelli inscrit le but de l'espoir, celui du 3-1. Derrière, penalty pour le Torino, c'est Ferrante qui s'en charge, 3-2. 83e minute, c'est Maspero qui va égaliser. Et en fin de match, le Taureau aura même une occasion de remporter le derby. Un exploit qui aurait été historique. Néanmoins, la performance du Taureau et de Lucarelli plus particulièrement ce soir-là est encore gravée dans les mémoires plus de 20 ans après. Sans être le héros du match, il est un des grands bonhommes de la rencontre. Quelques semaines plus tard, après ce fameux match dantesque, il donne la victoire au Taureau face à l'AC Milan. Son association avec Marco Ferrante est intéressante, mais au fil de la saison, ces deux-là vont se marcher sur les pieds. Sur la phase retour, Lucarelli ne marquera même pas du tout. Le Taureau termine à une anonyme 13e place avec seulement 4 points d'avance sur le premier relégable. Bilan statistique moyen pour Cristiano Lucarelli, 30 matchs, 9 buts, 3 passes décisives. Si la première saison est déjà pas extraordinaire, la suite va être catastrophique. Éliminé par Villarreal au 3e tour de la Coupe Intertoto, au penalty, le 27 juillet 2001, le début de saison de Serie A va être un calvaire. 10 défaites sur les 12 premiers matchs de la saison pour le Taureau. Expulsé lors d'un 6-0 face au Milan, il va inscrire qu'un seul pauvre but le 15 décembre. Une descente aux enfers qui va emmener la formation de Lucarelli en Série B. 0 victoire sur les 8 derniers matchs. Sans surprise, le Taureau finit dernier du championnat. Nouvelle descente pour Lucarelli après celle de l'Atalanta 5 ans auparavant. Faire un portrait de Cristiano Lucarelli sans parler de politique, c'est comme évoquer la vie de Diego Armando Maradona sans parler de ses excès, c'est impossible. Sur ce terrain précis, Lucarelli tranche avec le milieu du foot. Il affiche ses convictions sans complexe à l'heure où 99% des joueurs fuient ce type de questions. Ouvertement communiste, il ne va jamais manquer une occasion de rappeler qu'il vote pour le parti Rifondazione Comunista. Il n'est jamais le dernier pour apporter son soutien aux Brigades autonomes livornaises, qui est aussi un groupe d'ultra du club de Livorno, créé en 1999. D'où son choix de numéro de maillot, qui est un hommage à ce groupe d'ultra. Alors qu'il joue au Torino, il assiste à un match décisif pour la montée de Livorno en Série B. Il finit d'ailleurs sur la pelouse, à célébrer avec les joueurs du club de Livorno à l'issue du match, lui, le joueur de Torino. Un sacré numéro, le Cristiano. En 2005, le journal Calcio Italia révèle que le joueur a payé un bus pour les supporters qui venaient de se faire arrêter pour émeute. Sa célébration de but est une dédicace pour le Parti communiste, un double salut, les poings fermés. Pour mieux comprendre le personnage, il faut bien s'imaginer que l'une des idoles du joueur est Che Guevara. Un jour, en espoir, Lucarelli lève son maillot pour célébrer un but et montre le portrait du Che. S'il précise que son geste n'avait rien de politique, la polémique va enfler, la fédération n'apprécie pas le geste et le sanctionne d'une amende. Pire, il ne sera plus sélectionné en U21 par la suite. Suffisant pour décourager Lucarelli, c'est mal connaître le garçon. Mais à ce moment précis de la carrière de Lucarelli, le club turinois doit trouver une solution pour son attaquant car son salaire est un vrai problème pour les finances du club. Dans l'impasse, Lucarelli va voir le ciel s'éclaircir car Livorno propose de l'accueillir. 10e du dernier exercice de Série B, le club toscan est le club de cœur de Cristiano. Celui pour lequel il allait au stade enfant avec sa famille, le club qu'il aime par-dessus tout. Toutefois, Livorno a des finances limitées, le club ne peut pas prendre en charge l'intégralité du salaire de Lucarelli. Il raconte avoir fait le forcing en août 2003. J'ai exprimé ma volonté de partir. Cela libérera de la place en attaque au club, car entre ceux qui sont encore là et ceux qui vont revenir de près, mon salaire de 900 000 € par an pendant encore 3 ans, tout ça, c'est un poids. Personne ne paiera ce salaire en Serie A et encore moins en Série B. J'ai besoin de me déconnecter mentalement et humainement.
Livorno représente pour moi l'endroit où je suis le plus heureux. Plus jeune, j'allais en virage avec les ultras pour encourager le club. J'ai toujours rêvé de porter officiellement ce maillot avec lequel je dormais quand j'étais petit. J'ai donc demandé au taureau de me libérer vu la descente. Descendre n'est pas un drame en soi, mais pas pour le Torino, qui doit toujours jouer en Serie A, vu son histoire et son poids. Dans la foulée, Lucarelli rejoint Livorno avec un objectif fou en tête, ramener le club en Serie A 55 ans après son dernier passage. À son arrivée à Livorno, Lucarelli va connaître deux personnages clés, Igor Protti et le coach Walter Mazzarri. Dans un effectif homogène où on retrouve le jeune Giorgio Chiellini, le numéro 99 va pouvoir s'appuyer sur le vieux briscard à la pointe de l'attaque et un entraîneur qui compte sur lui. Un cocktail qui va s'avérer explosif. En confiance rapidement, Lucarelli va enfiler les buts comme des perles. 5 buts pour les 8 premiers matchs de la saison, mais sur la fin de saison, il va carrément tout défoncer sur son passage. Pour les 17 derniers matchs de la saison, il inscrit 21 buts. Une razzia. À ses côtés, Protti se régale et totalise lui 25 réalisations. Énorme, mais en dessous de Lucarelli qui termine à 29 buts. Le numéro 99 termine donc meilleur buteur de Série B. Pas vraiment, parce que dans le même temps, il y a un phénomène qui s'appelle Luca Toni et qu'on a inscrit 30. Et c'est lui le meilleur buteur. Un titre honorifique soufflé par un joueur qui va lui jouer des tours quelques temps plus tard. Mais en juillet 2004, le numéro 99 s'en moque, il a d'autres priorités. Il va jouer enfin en Serie A avec le club de son cœur. Oui, le maintien sera dur car la densité en Serie A est dingue à cette époque, mais Lucarelli s'en fout. Il veut juste profiter du moment présent et reprendre du plaisir après les mois compliqués au Taureau. Seul problème, il appartient encore au club turinois. Enfin, à 50%. L'autre moitié du contrat est détenue par Livorno. Pour s'assurer le retour de Lucarelli, Torino propose 4 milliards de lire à Livorno et 1 milliard de lire aux joueurs. Mais on a bien compris, Lucarelli, il veut pas partir de son club de cœur, il refuse la proposition et va même plus long. Avec son agent, Carlo Pallavicino, il écrit un livre, Tenetevi il miliardo, on peut traduire par Gardez-le votre milliard. Il précise qu'il préfère perdre de l'argent, mais jouer où son envie et son cœur le mènent. L'ouvrage sera pris pour test scolaire dans un lycée scientifique de Livorno. L'ouvrage se termine d'ailleurs par une phrase lourde de sens. Livorno n'est pas seulement une équipe ou une ville, mais une des forces qui sauveront le football. Rien que ça. Pour son retour en Serie A, Livorno n'a pas fait de folie sur le mercato. Hormis l'arrivée d'Alessandro Lucarelli, le frère de Cristiano, l'effectif a peu bougé. Walter Mazzarri en revanche a bougé à la Regina et c'est désormais Francesco Colomba qui reprend l'équipe A. Tous les signaux sont au vert avant la reprise de cette saison. Quand on parle de Cristiano Lucarelli, il est impossible de ne pas parler de son frère Alessandro. Âgé d'1 an de plus que son frère, Alessandro ne va pas prendre la même trajectoire de joueur pro. Formé à Piacenza, il va changer plusieurs fois de club avant de poser ses valises à Livorno pour rejoindre son frère. S'il ne restera pas longtemps au club, il retrouvera son frère quelques années plus tard pour un ultime défi. Avec 673 matchs pro au compteur, il fait quand même partie des légendes récentes de Parme. Pas mal pour un joueur décrit comme moyen pour beaucoup. Pour l'ouverture du championnat, Livorno se déplace à San Siro pour jouer l'AC Milan de Berlusconi, champion en titre. Un match qui est resté célèbre en Italie. On l'appelle le jour des bandanas. Pour bien comprendre l'anecdote, il faut se souvenir que quelques semaines avant ce match, le chef du gouvernement italien et président du Milan, Silvio Berlusconi, s'est affiché avec un bandana lors d'une rencontre avec Tony Blair. Un nouveau look pour I Cavaliere ? Non, pas du tout. Grand consommateur d'implants capillaires, Berlusconi voulait juste camoufler sa dernière opération avec ce bandana. Beaucoup ont ri en Italie de cette manœuvre ratée. À Livorno, club marqué à gauche, on a réfléchi comment rebondir sur ce fait d'actualité. Et l'idée est cocasse. 12 000 tifosi sont venus ce jour-là à San Siro avec un bandana sur la tête. Un clin d'œil rigolo qui va augurer un match collector. Clarence Seedorf lance les hostilités à la 3e minute de jeu. Mais à la 9e, Lucarelli égalise sur penalty qu'il a lui-même provoqué. En seconde période, le même scénario se répète. Seedorf marque le but du 2-1 alors que Lucarelli va égaliser sur coup de pied arrêté. Mais cette fois, c'est un coup franc pleine lucarne qui permet à Livorno de revenir dans la rencontre. Le score n'évoluera plus. Livorno arrache un match nul plein d'espoir pour cette première journée.
les tifosi sont ravis, et la saison est lancée, pense-t-on. Mais derrière, le club toscan va peiner. Pour la 7e journée, Livorno est dernier du championnat. Le numéro 99 déclarera d'ailleurs à cette période « Nous sommes mal vus parce que nous sommes de gauche ». Ce n'est pas vraiment un hasard si les 4 dernières équipes reléguées en série B, Perugia, Ancona, Empoli et Modena, ont des supporters de gauche. Bon alors, si le président Spinelli tentera de minimiser les propos de son joueur, la punchline, elle était limpide et implicitement pour le président Berlusconi qui était le principal visé. Intéressé par le cas Livorno, le journal cubain consacre une rubrique au club de Lucarelli. En fin de saison, un projet sera même envisagé d'un tournoi amical à la Havane. Malgré un début de saison délicat, les choses vont s'améliorer au fur et à mesure de la saison. Les victoires face à Bologne et la Lazio dans un contexte politique assez chaud redonnent de la confiance aux joueurs. Quand on sait qu'à cette époque, la Lazio compte dans ses rangs un joueur ouvertement fasciste comme Paolo Di Canio, le but de Lucarelli, le communiste, prend encore plus de poids et de saveur. À la mi-saison, le coach Colomba est remplacé par un ancien de la maison, Roberto Donadoni. Une rencontre déterminante pour Lucarelli. Si son début d'exercice est bon, avec 10 buts lors des 25 premiers matchs, la suite va être complètement folle. À l'image du finish de la saison précédente en série B, Lucarelli va tout casser. Doublé face à Cagliari, Siena, la Fiorentina. Mieux, il va inscrire un quadruplé lors d'une rencontre complètement dingue face à Parma. Le score final est de 6-4 côté parmesan. Gilardino marque lui aussi un quadruplé. Au soir de la dernière journée de championnat, Cristiano Lucarelli termine avec 24 buts au compteur. Insuffisant pour être le meilleur buteur comme d'habitude. Eh ben non, cette fois-ci, ça passe. Il devance tous les cadors. Gilardino, Toni, Montella, Shevchenko, Del Piero, Adriano, Ibrahimovic, Vieri. Il est le meilleur buteur de Serie A de la saison 2004-2005. Un authentique exploit, qui plus est avec un club mineur comme Livorno. Logiquement, les portes de la sélection s'ouvrent à lui. Convoqué par Marcello Lippi pour une tournée aux USA et au Canada en 2005, il va disputer ses premières minutes avec le maillot de la Nazionale. Face à la Serbie, il est sur le banc des remplaçants. C'est Luca Toni, qui est titulaire à sa place. Entré à la mi-temps, il va égaliser en fin de match. Si la victoire n'est pas au bout, Lucarelli vient de marquer pour sa première sélection. Il vient surtout de marquer des points. Et pourtant, 4 jours plus tard contre l'Équateur, Marcello Lippi le laisse une nouvelle fois sur le banc pendant que Toni joue. Le joueur de la Fiorentina marque le but du 1-0. Lucarelli entre encore à la mi-temps. Mais cette fois, Lucarelli obtient un penalty en fin de match. Lui, qui est devenu un spécialiste de l'exercice, il va rater sa tentative et l'Italie va concéder le match nul. Un second match nul qui va être un vrai problème pour lui. Car si cette tournée était purement amicale, elle donne néanmoins des indications à Marcello Lippi sur sa liste des 23 pour le mondial 2006 en Allemagne. Et les points qu'il avait gagnés, Lucarelli, mine de rien, il les a un peu perdus sur la fin de cette tournée. Fort d'un nouveau statut de taulier de la Serie A, Cristiano Lucarelli va enchaîner avec une saison 2005-2006 de haut vol. Avec la Coupe du Monde 2006 en juin en ligne de mire, le numéro 99, désormais dans la force de l'âge, est à son prime footballistique. Devenu capitaine de Livorno, il incarne pleinement ce club modeste qui joue sa chance à fond, peu importe l'adversaire. En recrutant un Francesco Cocco en prêt de l'Inter, ou un Ibrahima Bakayoko libre, ou un Raffaele Palladino, le club toscan ne prend pas de gros risques sur le mercato. Sur la lancée de la saison précédente, Livorno enchaîne les résultats positifs en début d'exercice. Le club est top 3 pendant un bon moment de la saison. Face aux gros clubs, ça coince généralement, mais face aux petits, Lucarelli et ses potes sont intraitables. Le numéro 99 est omniprésent, il porte son équipe grâce à ses buts et son leadership est total. Malheureusement, le club va caler en fin de saison. Malgré tout, le résultat final est historique. Livorno termine 7e. Mais cette saison-là, en Italie, tout va changer avec l'affaire Moggi qui entraînera la rétrogradation de la Juve en Série B. Par conséquent, Livorno gagne une place et finit donc 6e, synonyme de qualification en Coupe UEFA, l'actuel C3. Un nouvel exploit pour Lucarelli qui finit avec 19 buts en 35 matchs. Le bouillant attaquant vit un vrai rêve. Assez naturellement, Cristiano Lucarelli doit faire partie de la liste des 23 italiens pour jouer la Coupe du Monde 2006 en Allemagne.
Mon attaquant capable de marquer 43 buts en 2 saisons dans l'un des meilleurs championnats du monde, cela semble évident, mais pas pour Marcello Lippi. Ce dernier préfère Luca Toni, Filippo Inzaghi, Alberto Gilardino et Vincenzo Iaquinta. Si les 3 premiers noms cités peuvent s'entendre, on peut légitimement se poser la question de la présence d'un Iaquinta dans cette liste. Sur le papier, Cristiano Lucarelli n'avait rien de moins qu'un Iaquinta, sauf pour Marcello Lippi. Un problème tactique ou extra-sportif lié à ses prises de position politiques? La question mérite d'être posée. Néanmoins, la victoire finale de l'Italie, j'ai connaissance de Lucarelli, il est nommé Roberto Donadoni. Lucarelli va enfin revenir en sélection, mais après 2006, les cadres ne sont pas forcément tous au rendez-vous en matière d'envie et de motivation. Peut-être l'occasion de sa vie qu'il vient de laisser passer. Avec Livorno, Lucarelli va néanmoins faire le job. Avec Fiore, Cufour et le jeune Pasquale de l'Inter, Livorno a tenté des paris intéressants sur le mercato pour jouer la Coupe d'Europe. L'ossature est toujours la même, il y a juste un peu plus de talent et de technique dans l'effectif. En Serie A, le club ne décolle vraiment pas du ventre mou, beaucoup de résultats négatifs, la réussite fuit l'équipe. Capitaine courage, Lucarelli est néanmoins déterminant en Coupe UEFA où il va marquer face au Maccabi Haïfa, aux Glasgow Rangers et face à l'AJ Auxerre à la Baie des Champs. Qualifié en 16e de finale, Livorno s'incline face à l'Espagnol Barcelone, sans démériter, comme toujours. Face à Catania, en avril, il va marquer son 100e but en Serie A. 11e du championnat, la saison 2006-2007 est néanmoins positive pour le club toscan, surtout au regard de la taille du club. En fin de saison, Cristiano Lucarelli est à la croisée des chemins. Il va avoir 32 ans et il peut écrire l'histoire dans son club de cœur ou alors tenter le coup dans un gros club. S'il déclare après un match joué face à l'Inter qu'il est prêt à faire le grand saut dans un club comme l'Inter, il est admiratif d'Ibra, il verrait d'un bon œil un transfert dans le club rival de Berlusconi. Mais le deal ne sera pas, Lucarelli ne rejoindra pas l'Inter. Rester à Livorno alors? Pas si sûr, car certains tifosi lui reprochent d'avoir changé ces derniers mois. Il attirerait trop l'attention et il n'est plus le joueur placide des premiers mois. Touché par ces critiques qui vont même faire pleurer son fils, Lucarelli ne se voit plus rester dans ces conditions à Livorno, et même en Italie en global. Et plutôt que de tenter l'expérience en Espagne, en Angleterre, en Allemagne ou même en France, Lucarelli essaye l'Ukraine, en signant au Shakhtar Donetsk. Nouveau contre-pied de Lucarelli. Le 1er juillet 2007, le club ukrainien officialise le transfert, 8 millions pour Livorno et un contrat de 3 ans à 3 millions l'année pour Lucarelli. Un deal très intéressant pour l'attaquant italien, surtout que le club va se qualifier pour la Champions League, une occasion unique pour Lucarelli de jouer cette compétition prestigieuse. Pendant 6 mois, Cristiano va faire ce qu'il sait faire le mieux, marquer des buts, en barrage de C1, en championnat, en Champions League, partout. En septembre 2007, Donadoni le convoque pour un rassemblement avec la sélection, notamment pour disputer le match face à la France. Entré en cours de jeu, il participe à un triste 0-0 où il n'arrive pas à se mettre en valeur. En revanche, un mois plus tard pour un amical face à l'Afrique du Sud, il est titulaire au coup d'envoi et marque un doublé synonyme de victoire pour la nationale. À quelques mois de l'Euro 2008, il se rapproche tout doucement du dernier gros objectif de sa carrière, jouer une grande compétition avec l'Italie. Pour mettre toutes les chances de son côté, Lucarelli va forcer un retour en Italie au mercato d'hiver. Il quitte tout, et le Shakhtar en particulier, pour revenir à Parma, où joue son frère Alessandro. S'il va perdre de l'argent en quittant le Shakhtar, il veut se donner toutes les chances de réussir. Mais en 2008, Parma n'a plus grand chose à voir avec le club doré des années 90-2000. Le club est 18e de Serie A et lutte pour ne pas descendre. Pas évident de se mettre en évidence dans ce genre de contexte. En dépit de sa bonne volonté, Parma s'enlise et termine 19e en fin de saison. Nouvelle relégation pour Lucarelli. Mais surtout la grosse désillusion. Roberto Donadoni ne l'appelle pas pour disputer l'Euro 2008. Il préfère Luca Toni, Fabio Quagliarella, Antonio Di Natale, Marco Borriello à sa place. La dernière occasion de jouer une grosse compétition avec l'Italie s'envole. Homme de devoir, il reste à Parma pour faire remonter le club immédiatement avec son frère. Capitaine au début de saison,
une bagarre à l'entraînement avec son coéquipier Pizzano va gâcher sa fin de parcours. Mis à l'écart quelques matchs, il ne joue que des bouts de match en fin de saison, mais l'essentiel est assuré, Parma remonte en Serie A. Dans le même temps, Livorno fait également le voyage en Serie A, mais surtout le club fait les yeux doux à Lucarelli pour revenir effectuer une dernière pige. Mais là aussi les temps ont changé, l'équipe n'a plus la même grinta et surtout le niveau des joueurs est très moyen. Livorno ne sort jamais de la zone rouge, la saison galère par excellence. Dans ce marasme collectif, Lucarelli sauve les meubles, 10 matchs et 2 passes décisives, insuffisant toutefois pour sauver le club, mais assez pour ne pas partir la tête basse. Cependant, la grogne du journal local va avoir la peau de Lucarelli à Livorno, une sombre histoire de fraude sociale et de dépôt de bilan de journal qu'il avait créé quelques années auparavant va définitivement accélérer les choses. Il part quelques semaines plus tard pour accepter un dernier défi du côté du Napoli. Walter Mazzarri, qui l'a connu, lui propose de le rejoindre le club pour compléter l'effectif. Une idée intéressante sur le papier qui va se révéler être un gros flop. Blessé au genou pour un de ses premiers matchs, il passe plus de 4 mois à l'infirmerie. Revenu pour le sprint final, il va inscrire un seul but avec le Napoli face à la Juve lors de la dernière journée de Serie A. Un but anecdotique, mais qui reste toujours dans les mémoires pour un supporter napolitain. Vainqueur de la Coppa Italia, Lucarelli ajoute un trophée à son palmarès, même s'il ne dispute pas la finale, comme quelques années auparavant, à Valencia. Jamais revenu à son meilleur niveau, il passera 95% du temps sur le banc la saison suivante. 3 bouts de match, 19 minutes de jeu au total, triste comme dernière expérience en Serie A. En juillet 2012, à l'âge de 36 ans, Cristiano Lucarelli décide de mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel. Pendant 19 ans, il a jonglé entre le foot et la politique. Il a accumulé plusieurs records ou curiosités. Par exemple, il n'a jamais battu l'AS Roma dans toute sa carrière. Et pourtant, il les a joués 18 fois. Il a été coaché par Ranieri, Lippi, Lucescu, Donadoni, Guidolin, Mazzarri, entre autres. Il a inscrit 120 buts en Serie A. Plus que des joueurs comme Cassano, Martens, Cavani, Dzeko, Bierhoff, Micoli ou encore plus récemment Lautaro Martinez. Il a joué pour 10 clubs. Partout il a marqué. Si son souvenir ne restera pas éternel à l'Atalanta, Valencia ou le Napoli, il est rentré dans le cœur des tifosi à Cosenza, Padova, Lecce, Parma et surtout du côté de Livorno. Quoi qu'on en dise, il reste le meilleur joueur de l'histoire du club. Si la sélection restera un vrai regret pour Lucarelli, il peut se dire qu'il est tombé à une époque cruelle pour les attaquants italiens où les places étaient très chères à obtenir. Mais attention, il n'a aucun remords à nourrir sur sa carrière. Quand on a marqué 230 buts en 550 matchs sans jamais jouer dans un club dominant, tout en respectant ses convictions politiques, il y a de quoi être fier du chemin parcouru. Par de nombreux aspects, Cristiano Lucarelli est un joueur atypique. Son jeu, bien sûr, mais aussi sa personnalité et ses différents faits d'armes en font encore aujourd'hui un joueur reconnaissable et reconnu. Pourtant, il confie en 2010 au journal L'Humanité « Quand la majorité tend vers la droite, il est difficile de s'afficher comme quelqu'un de gauche. Qui le fait comme moi en paie les conséquences. Dans ma carrière, entre les matchs de première et deuxième division et ceux de Coupe d'Europe, j'ai inscrit 240 buts. D'autres qui en ont marqué moins, mais qui ne se sont pas engagés, ont une carrière plus prestigieuse que la mienne. Aujourd'hui, s'engager politiquement en Italie signifie quasiment compromettre sa carrière. Un constat lucide, teinté d'une pointe d'amertume. Pour conclure, terminons avec cette autre phrase célèbre de Lucarelli. Il y a des joueurs qui s'achètent des yachts, des Ferrari ou des villas à la mer avec l'argent qu'ils gagnent. Moi, je me suis acheté le maillot de Livorno. Et ça me suffit largement. Une punchline bien sentie, un message clair et un engagement de tous les instants. C'est bien la signature d'Il Comunista, Cristiano Lucarelli.